Bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa. Merci d'être de retour. Chaque semaine, découvre des mères et pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie, conjuguer son rôle de mère ou père et de dirigeant de son entreprise. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa, saison 1. Donc, aujourd'hui, je reçois un entrepreneur d'expérience qui a exploré de multiples domaines. Il est créatif, passionné, limite acharné. Quand il a un objectif en tête, il ne lâche rien et il ne se met pas de limite. C'est aussi un virtuose des technologies qu'il intègre dans tout ce qu'il fait. Alexandre Fournier, cofondateur de Crise et Résilience, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis le thème, en effet, est très important. D'accord, mais je n'ai pas encore posé de questions là pour l'instant, tu dis juste merci. Je dis juste merci. Donc, pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu peux présenter la mission de Crise et Résilience ? Oui, bien sûr. La mission de Crise et Résilience, c'est d'accompagner les entreprises à survivre à n'importe quelle crise, qu'elle soit climatique, cyber, qu'elle soit destruction de sites, peu importe. L'idée, c'est que vous puissiez redémarrer en un minimum de temps sans perdre le business que vous avez mis tant d'années à construire. Voilà. Merci. Synthétique. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu sais que c'est pas l'objectif de parler de la business, donc tu as gardé ça très short and sweet. Est-ce que dans les crises, il y a aussi les crises familiales que vous prenez en compte, ou est-ce que c'est des scénarios où vous pouvez Il peut y avoir des dégâts collatéraux en fait à une crise familiale. Ouais. Dans le sens où en effet, entrepreneur, s'il y a une famille là et puis qu'il y a un choc dans la famille là, forcément au niveau de l'entreprise, ça va jouer. Ben oui, ça peut être un des scénarios qui soit adressé dans certains cas. Des fois, on parle de l'indisponibilité du dirigeant, des dirigeants. C'est exactement ça. Ça peut être ou les scénarios de transport. Des fois, jamais prendre l'avion tous en même temps. C'est déjà arrivé dans des histoires de compagnie. Perte en fait du cadre dirigeant. Exactement. Il faut le jouer. Il y a eu un événement comme ça dans un ascenseur. Un dirigeant qui devait faire une conférence, il a été coincé dans l'ascenseur. Ok. Ils ont annulé la conférence. Bon, donc c'est pas grave. Donc l'ascenseur n'est pas tombé. C'est pas grave. Mais ça démontre que oui, quand tu es tout seul, tu es dans le trouble. Exactement. Ouais. Donc c'est intéressant. Ça peut être un sujet qu'on aborde dans un autre épisode, typiquement aussi. Avec plaisir, l'application de la gestion de crise et de la continuité, c'est familiale versus activité business, mais activité familiale. En tout cas, là, je m'égare. Tu es surtout le père de 2 garçons. Oui. Donc, avec un spectre d'âge assez différent. Ton plus vieux a 33 ans, ton plus jeune a 19. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui a expliqué, on va dire, un spectre aussi large Deux lits différents, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en France. Ouais. Donc, mon premier fils qui est resté en France, 33 ans, donc ça a été avec une première conjointe. Puis, ça a fonctionné un certain temps. Et puis, au bout d'un certain temps, ça n'a plus fonctionné. Donc, on s'est séparés. Après, j'ai rencontré ma femme, Karine. Et puis, on a fait Maxence ensemble. Et puis, on est toujours ensemble. Donc, c'est ça qui fonctionne plutôt bien. C'est bon. Donc, c'est une bonne chose. Donc, il y a eu pas mal d'écart entre les deux. Je n'ai pas calculé, 33 et 19 là. 14. Ça fait 14, donc ça fait 14 ans de chasteté. Ouais. Pas sûr. Mais bon. Mais voilà, donc c'est ça, cet écart. Et puis le fait que d'avoir un deuxième enfant, c'était peut-être pas forcément dans mon programme à moi, là. Fortement dans le programme de Karine, mais pas forcément dans le mien. Donc il a fallu que je me fasse amadouer par rapport à ça. Et puis voilà, Maxence est arrivé vis-à-vis de ça. Comment on fait quand on est père comme ça d'un premier fils ? Puis que c'est pas dans le programme d'avoir un enfant avec sa nouvelle femme. Là, t'as mis le doigt sur un sujet, je trouve, qui est vraiment intéressant. Comment parce que est-ce que t'avais fermé les livres ? On laisse le temps au temps. On laisse le temps au temps. Ouais. On laisse le temps au temps. Et puis, c'est prise de confiance avec Karine, le fait de voir qu'elle était solide, qu'on pouvait construire quelque chose sur du long terme. Donc c'est ça qui a fait que j'ai changé et puis qu'en effet on a fait Maxence. D'accord. Donc mais ça a pris 14 ans quand même. Ouais, pour te rien. Ça a pris 14. Enfin bon, quand j'ai rencontré Karine, ça fait plus d'une vingtaine d'années quand même. Donc il y avait pas ça n'a pas attendu 14 ans, ça a attendu beaucoup moins que ça. Donc, les paramètres qui t'ont... Il avait 14 ans, en fait, Gaëtan, 12-14 ans, quand j'ai rencontré Karine. D'accord. Donc, ça a quand même mis moins de temps que ça, là. D'accord. Donc, peut-être 5 ans. Mais t'es passé quand même par un processus de réflexion. T'avais des choses à... Oui, j'avais des choses à travailler, la confiance,
le fait de me dire est-ce que c'est pas une connerie que je fais d'avoir un deuxième enfant, la persistance. Pourquoi de ça tout aurait ça. été une connerie d'avoir un deuxième enfant? Bah parce que si tu te sépares, il y a toute l'implication justement de la séparation. Okay, donc d'où le fait de t'assurer que ta relation est suffisamment... c'est ça, oui. Avec Gaëtan, on était très très fusionnels quand on était ensemble tout petit. Puis après, sa mère est partie en Bretagne, je suis resté à Metz. Puis là, ça a éclaté. Donc la relation a été perdue. Et ça, c'est quelque chose que tu ne rattrapes pas. Donc très très important, toute cette réflexion. Quand on fait un enfant, en fait, c'est pas quand tu vas au McDo, quoi. Tu manges ton burger et puis après, c'est éliminé, quoi. Un enfant, tu l'as pour toute ta vie jusqu'à ta mort. Donc oui, c'est pas un choix qui se fait sur clairement, sur un coup de tête. Ouais, sur un coup de tête. Puis sûrement, d'autant plus quand tu le fais avec la maturité que tu avais, puis d'en avoir déjà un. Parce que quand t'es jeune, des fois, ça arrive sur un coup de tête ou par accident, quand c'est ton premier. Puis, mais là, t'as eu un vrai processus de réflexion pour t'y rendre. Oui, puis la séparation avec la mère de Gaëtan n'a pas été simple. Ça a été complexe jusqu'aux 18 ans de Gaëtan où, du coup, j'étais quelque part dépendant de cette relation forcée avec sa mère. C'est pas évident. Donc oui, est-ce que j'avais envie de revivre ça ou de risquer de revivre ça? Non, clairement non. Donc après, oui, il y a tout un cheminement qui se fait de connaître la personne avec qui on est, de voir comment est-ce que ça peut se projeter dans l'avenir. Et puis c'est bien fait. Et puis je regrette pas. Tant mieux, cool. C'est bien. Bah oui. En tout cas, t'as pas l'air. Non, j'ai pas l'air de regretter, heureusement. Good. Est-ce que tu étais déjà entrepreneur? Est-ce que tu avais déjà ta business quand Gaëtan est né? Ouais. Non. Non, j'étais salarié. Ouais, j'étais à l'armée. Donc non, j'étais employé de la défense. J'étais militaire à l'époque. Donc non, j'étais pas du tout entrepreneur. Puis, on n'est pas entrepreneur, on a un enfant, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as fait le choix de prendre ce risque fou de devenir entrepreneur et puis de quitter le salariat? Je pense que j'ai toujours été entrepreneur. Je suis de parents fonctionnaires. Plusieurs générations de fonctionnaires. Donc je suis la honte de la famille. J'ai quitté le fonctionnariat. On se ressemble quand même pas mal. Et donc j'ai toujours été entrepreneur. Je pense que j'ai toujours été entrepreneur. L'esprit très créatif de vouloir faire des choses par moi-même, d'être autonome. La dépendance, en fait, à une hiérarchie, pour moi, est très, très compliquée, malgré le fait que j'ai fait quand même 15 ans d'armée. Ça m'a aidé. T'es vraiment un paradoxe. Hein. Je suis carrément un paradoxe de A à Z, clairement. Donc oui, le fait de vivre comme un employé, ça a ses limites, parce que le fait d'être entrepreneur, ça amène énormément de liberté, même s'il y a quand même des contraintes, ça amène pas que des libertés, parce que tu restes dépendant de ton client, là. Puis si tu tombes sur un client qui est sympathique, youpi, c'est la fête. Quand tu tombes sur un client qui est moins sympathique, faut le supporter. Et tu peux pas forcément le changer, comme peut-être changer de poste. Donc vis-à-vis de ça, c'est ça qui m'a amené, en fait, à devenir entrepreneur, quoi. De créer ma propre business, de ma façon de travailler à moi. Ça a été quoi la première business que tu as ça a été du consultant en tant que continuité d'affaires, là, en fait. Donc, ce que je fais depuis à peu près une trentaine d'années dans le domaine, donc j'ai pas changé. En fait, j'ai eu la chance, quand j'ai quitté l'armée, d'être embauché par un ancien militaire qui était un gendarme, un ancien gendarme, puis qui avait l'esprit très carré, etc. Et puis ça allait bien avec mon esprit. Puis j'ai bossé 1 année et demie avec lui en tant qu'employé. Puis à un moment, je lui dis écoute, moi j'aimerais bien être travailleur indépendant. Il me dit oui, pas de problème. Et donc j'ai continué chez lui en tant que travailleur indépendant. Donc c'est comme ça que je suis passé de la partie employé en fait à travailleur indépendant. Donc c'est un passage qui s'est fait très très soft. Et puis après j'ai créé d'autres choses. Puis à ce moment-là donc tu avais Gaëtan. Il avait quel âge quand t'as pris c'était 2000, il est né en 86, il avait 14 ans. Puis ça a été quoi les impacts de créer cette business Non, ça n'a pas été des impacts. Il y avait un impact financier parce que tu quittes un salaire mensuel qui vient, donc il faut te préparer à économiser un certain nombre d'argent pour avoir un fonds de roulement. Mais sinon, non, ça n'a pas été compliqué parce qu'en fait, je faisais le même travail mais à mon compte au lieu de que ce soit au compte de quelqu'un d'autre. Donc ça dérangeait pas.
Je passais les week-ends en Bretagne, un week-end sur 2 en Bretagne. Donc non, la transition a été facile, il n'y a pas eu d'impact. Tu n'as pas eu d'impact sur ton temps, par exemple? Non. À partir du moment où tu développes tes affaires toi-même, il y a des chapeaux supplémentaires qui viennent s'ajouter. Après, quand j'ai changé justement de ce travail de consultant, où je travaillais plus en tant qu'indépendant, et puis je me cherchais mes contrats moi-même. Et puis en plus de ça, j'avais d'autres branches. J'ai toujours eu beaucoup de branches dans mon arbre professionnel. Là, oui, ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Là, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué à ce moment-là? Le temps. Ok. Autant quand j'ai passé d'employé à indépendant, c'était 35 heures semaine, donc les week-ends, je les avais, si je voulais les prendre. Mais quand j'ai créé le cybercafé, que j'ai acheté un immeuble pour le restaurer, etc., là, c'était pas mal du travail, genre 18 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis en parallèle de ça, je développais la nuit, donc pour un logiciel de continuité d'affaires. Donc ce qui fait que là, oui, le temps était fortement restreint, et là, ça fout le bazar. Comment tu l'as géré, ton temps, à ce moment-là? Comment tu faisais tes choix? Comment tu gardais de l'espace pour ton fils, pour toi, pour ta famille, enfin pour ta femme? C'est là où c'est compliqué, où tu fais la part des choses entre ton travail, le développement de ton business, et puis ta vie familiale. Et c'est vrai que moi, je suis accro au travail. Là. J'ai dit, acharné. Je pense que c'était bien écrit. Ah oui. 18 heures par jour, oui, c'est pas mal acharné. T'essayes de trouver des moments où tu peux te libérer, quoi. Mais t'as toujours l'esprit en train de travailler dans ta tête. Donc, moi, en tout cas, pour moi, j'étais pas présent à 100% avec mon fils. Donc, il y avait Karine, à cette époque-là, qui était là. Donc, c'était Karine qui s'occupait plus de mon fils que moi. Puisqu'il y a eu un passage où j'ai eu un cybercafé. Donc, la semaine, je travaillais pour différentes sociétés en France, donc 35 heures semaine. Je me déplaçais un petit peu partout en France. La nuit, je faisais du développement pour le logiciel que j'avais développé. Et le week-end, on partait en Bretagne parce que j'avais un cybercafé. Et donc, le samedi et le dimanche, je travaillais dans le cybercafé. Donc, le cybercafé, c'est bien parce que pour un jeune adolescent, il est sur l'ordinateur toute la journée. Donc, youpi pour lui, quoi. Et puis, il y a eu un moment où on a acheté aussi un immeuble qu'on a restauré. Donc là, c'était le bout du bout. Là. Ça faisait beaucoup. Donc voilà. Donc là, dès qu'il y avait un moment de libre, j'essayais de le passer avec Gaëtan. Ça n'a pas toujours été une réussite, clairement. C'est pas du tout la bonne voie à prendre pour l'éveil d'un enfant. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc voilà. Donc j'ai fait au mieux avec le temps que j'avais. Mais j'étais toujours pris par mon travail à un moment ou à un autre. Donc, ce qui fait que je n'étais pas à 100%. Puis, avec tout ce que tu sais, tu es rendu un grand sage. J'ai dit plein de domaines, plein d'expériences. Tu sais, si tu avais à revivre ces années-là, justement, tu as parlé de présence, tu as parlé de tout ça, d'être là physiquement, mais c'est toujours le défi. Tu es là physiquement, mais tes pensées sont dans le business ou dans les problèmes. Est-ce que tu aurais d'autres solutions que tu te verrais de mettre en place? En fait, il y en a... ça dépend qui, en moi, parle. D'accord. Si c'est le pur entrepreneur, je n'aurais pas fait d'enfant. Et je me serais développé, franchement, pur entrepreneur. Tu aurais pu éventuellement te nourrir uniquement avec les projets business. Maintenant, je passe à côté d'une grande branche qui est à la découverte d'un enfant, son épanouissement et tout ça. Là. Donc, ça aurait été, en fait... J'ai peut-être gâché la fête, là, mais pour moi, là, entrepreneur et parent, là, on n'est pas bien dans les deux quelque part. On fait mal les choses dans les deux. Donc, pour moi, ça serait soit complètement entrepreneur, soit complètement parent. Et dans ce cas-là, pas être entrepreneur. Donc, je sais que ça peut... Donc, il y a une dualité. Il y a une dualité qui est très, carrément très forte. Une opposition, pour toi, une incompatibilité entre les deux. Pour intéressant. Moi... oui, c'est super intéressant pour moi. Mais je regrette pas du tout d'avoir 2 enfants. Tu sais, je passe du temps avec. Mais ce que je constate après ces années-là, c'est que j'aurais pu passer plus de temps et que ce temps n'est pas rattrapable. Oui, ça c'est ça qui est dommage. Ça c'est le gros défi justement de la parentalité, c'est que le temps tu peux pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent garde une fois à la retraite ou rendu là ou quand je vendrai ma business, etc. Mais ces années-là tu les récupères jamais. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et puis
Un enfant à bas âge n'est pas le même qu'un adulte, quoi. La relation n'est pas du tout la même. Tout à fait. Donc oui, si je devais me reparler, je discuterais sur est-ce que tu veux être plus entrepreneur ou pas. Okay. Puis c'est ce côté plus entrepreneur qui me dirait, dans ce cas-là, fais entrepreneur et ne fais pas une vie familiale. Vis autre chose par rapport à ça. Maintenant, si je fais un mélange de tout ce que j'ai pu vivre avec mes enfants, il y a des moments qui sont vraiment très, très agréables. Donc oui, c'est dommage de passer à côté. Ouais. Mais les deux, pour réussir en fait une compagnie... Mais ton problème, c'était pas d'avoir 4 compagnies en parallèle. Si, je suis un boulimique. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est-à-dire que ça part aussi du postulat de départ. C'est-à-dire que si dans ton postulat de départ, tu dis je veux une famille, puis je veux une business qui fonctionne. Oui, il faut réduire la voilure. Ouais, mais dans ces cas-là, tu prends les deux, tu prends les paramètres des deux. Ouais. Je dis pas que c'est facile, hein, attention, c'est jamais facile, mais déjà tu l'intègres de base. Donc peut-être qu'au moment où tu prends ton choix de dire je vais partir à un deuxième projet ou un troisième projet, tu vas te poser la question, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur quelque part ce projet qui est ma famille, qui est là déjà. Donc tu sais, est-ce que typiquement, tu sais, dans ton mode de fonctionnement où tu sais, je le disais tout à l'heure, tu es créatif, tu lances des projets, puis une fois que tu as une idée en tête, tu la lâches pas. C'est ça. Donc ça revient à toi, ton style aussi de personnalité. C'est ça. Et c'est ça. Ce que tu dis est très très juste. C'est qu'il y a un moment ou un autre, il faut se poser la question, et c'est ce qu'on appelle l'écologie en PNL. Se faire une analyse sur l'écologie de la famille, des personnes qui t'entourent, de toutes les sphères de ta vie. C'est clair que vu tous les projets que je lance, c'est fortement pas écologique avec la famille. C'est sûr. T'es pas le plus patient non plus. Donc, non. Te dire, je vais juste mettre 2 heures par semaine sur ce projet-là, puis accepter que ça va mettre 5 ans à sortir. Non. Mais c'est ce que tu dis, ça dépend vraiment de ta personnalité. De ton style, de ce que je suis. Moi, oui, je crée des projets, j'adore ça. Je veux que ça avance vite, que ça aboutisse, dans le meilleur des cas. Et oui, c'est pas compatible. Comment t'expliques le fait que tu sois boulimique de projet, comme tu disais? J'en ai aucune idée. J'adore ça. C'est juste, tu sais, comme la forêt noire, j'aime ça, la forêt noire. Travailler, j'aime ça. Ça fait partie de mes trucs, j'aime ça. C'est le côté créatif. Moi, je saurais pas te dire. J'aime ça, juste ça. Parce que le truc, c'est que c'est sans fin, quoi, comme tu dis. Oui, c'est sans fin. Comme tu es créatif, tu manques pas d'idées, donc c'est... C'est sans fin, mais je veux dire, la vie te rappelle à l'ordre de temps en temps. Hein. Je crois que je suis à mon 3e burn-out, j'ai aussi d'autres cochonneries. Donc la vie te rappelle à l'ordre. Ouais. Donc tu diminues ta voilure de la côté créativité. Avec l'âge, tu apprends à accepter de faire moins de choses, de prendre plus de temps. Donc, il y a quand même beaucoup de frustration à l'intérieur. Tu te fais accompagner par des coachs qui disent « Alex, une chose à la fois, pas trop. » Donc, oui, tu te fais accompagner par rapport à ça. Donc, on apprend. Ouais. Mais il y a toujours cette boulimie. Bon. Mais tu la régules avec ton entourage, avec la sagesse, avec le fait que oui, tu vois tes enfants grandir, que tu vois ta femme autour, la famille. T'as une autre vision aussi, et il y a des éléments qui arrivent de part et d'autre, et puis la vie te rappelle que la vie, elle est là aussi pour vivre et pas seulement dans le cadre du travail. Donc ce qui fait que au bout d'un certain temps, tu te calmes. Ok. Tu te calmes. Mais tu te calmes, mais en étant apaisé avec ça. Ouais, pas toujours. Pas toujours, mais plus qu'avant, en tout cas. Plus qu'avant. Avant, tu te calmais pas. Donc non, avant, je me calmais pas. Mais là, tu arrives à contenir justement des fois des idées, puis à les faire patienter, les parquer. Ou à les enterrer, tout simplement. Okay. Parce que je me dis, bon, écoute, j'étais là, il me reste tant d'années à vivre. Ce sera dans une autre vie. D'accord. Puis ça s'arrête là, quoi. Okay. Donc oui, je l'accepte plus. C'est pas mal de discussions intérieures, etc. Avec Karine, on discute aussi pas mal par rapport à ça. Donc on limite. Bon, il y a de la frustration, mais moins. Plus les années passent, plus en effet je deviens sage, et puis plus c'est facile.
Ouais. T'es apaisé avec ces décisions-là, au final, de pas lancer un projet et puis de l'accepter, quoi. Okay. Puis l'idée, c'est de pas le regretter plus tard. Oui. Tu sais, parce que si tu le fais pas, oui, à un moment ou un autre, sur ton lit de mort, tu vas dire, OK, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai manqué, etc. Puis il y a des choses qui vont popper. Donc l'idée, c'est de se dire, bah non, en conscience, je sais que je pourrais pas le faire cette vie-là, on la fera dans une autre vie. C'est quoi les choses que t'aimerais pas regretter, par exemple, dans ce qui s'en vient, là? Ouf. D'un point de vue professionnel, je dirais la finalisation de l'entreprise avec en fait la cession de l'entreprise. D'un point de vue personnel, c'est de la vie de famille. Parce que là, si je fais le parallèle, autant professionnellement, je pense que j'ai bien réussi ma vie là. J'ai pas trop de regrets par rapport à ça. Personnellement, je pense que j'ai raté un paquet de choses. Donc là, j'ai 60 piges, il me reste, on va dire, une trentaine d'années à vivre. Autant essayer de faire que la partie personnelle, vie familiale, vie personnelle, loisirs, découvertes, prennent le dessus sur la partie professionnelle. Parce que la partie professionnelle, ça va ressembler à quoi quand ça aura pris le dessus sur la partie professionnelle? Putain, j'en ai aucune idée, j'ai peur de me faire chier, en fait. Ok. Donc, je le prépare. Je le prépare. On va s'acheter un campeur, on va voyager, etc. Mais en fait, au fond de moi, je pense que j'ai toujours cette flamme qui dit, hey, invente encore quelque chose, crée quelque chose. Parce que ça peut pas être juste de la pêche, par exemple. Ah non, putain, je vais me faire chier avec la pêche. Ah non. Ok. Non. On a été 2 jours au spa, là. On a fait 2 jours dans les... de relaxation, machin, etc. La deuxième journée... 2 jours, on parle pas de 2 semaines, on parle de 2 jours. 2 jours. Et au bout de 2 jours, oui, je commençais à bouger d'une fesse à l'autre et me dire, bon, on va rentrer, là, j'ai des choses à faire, quoi. Ouais. Donc oui, ça, il faut que je l'apprenne. Mais ça, il me reste encore une trentaine d'années, donc je vais l'apprendre. Ouais, mais des fois, ça prend du temps. Regarde, t'as mis combien de temps à te transformer du jeune père que t'étais, à partir 5 projets, à travailler limite 23 heures sur 24, au père que t'es devenu pour Maxence, où là, t'as accepté de commencer à mettre des... Tu sais, ça a pris quand même un paquet d'années. Tu l'as dit, il y a eu 14 ans entre les deux. Ouais. D'accord? Donc, préparer, tu vois, la suite, continuer d'apprendre sur toi et tout ça, regarde, c'est... Je crois que j'ai pas appris, en fait. Parce que même avec Maxence, je travaille énormément. Donc, je pense que j'ai appris seulement trop tard maintenant. Là, je commence à l'apprendre sur le fait qu'il y a des gens autour de moi qui sont décédés, etc. Que ça m'a montré de pleine face que la vie est courte. Tout ce que j'ai pu manquer dans la vie de mon enfant, de mes enfants, ça me pète en pleine face. Donc c'est là où, en fait, je commence à me dire, c'est un peu trop tard, là. Donc, gâche pas les 30 années. Donc, j'essaye de passer le plus de temps possible, d'accorder du temps, mais bon, toujours avec ce côté, non, il faut qu'on avance. Donc, ta voix intérieure qui te parle. Ah oui. Sois présent. Ouais, c'est ça, mais sois présent et puis, il faut faire les deux, mais tu sais, c'est vraiment une dualité, en effet, sur le fait de dire, ok, je veux faire ça, mais en même temps, oui, il y a ça là. Donc, c'est d'accepter que ça se fasse pas. Donc oui, je l'apprends depuis... ça fait peut-être 2-3 ans que je l'apprends. Guère plus que ça, en fait. Est-ce qu'il y a des choses quand même, entre Gaëtan et Maxence, il y a des éléments que tu as changés quand même dans ton rôle de père, dans la manière dont tu, dans ces premières années, est-ce qu'il y a quand même... Est-ce qu'il y a quand même des enseignements que tu as appris, que tu as transférés ou pas? Est-ce que tu vois l'éducation n'a pas été la même parce qu'avec Gaëtan, on a vécu de façon très intense jusqu'à l'âge de 6 ans, là, où on était vraiment fusionnels. Et puis après, sa mère est partie en Bretagne et moi, j'étais à Metz. Donc, du coup, la distance a fait que ça s'est détendu, distendu, là. Et puis, quand on était le week-end, j'avais acheté justement une maison pour pouvoir accueillir Gaëtan, et que cette maison, c'était une longère qui était totalement détruite. Donc, le week-end, j'avais mon fils, et en même temps, je rénovais. Donc, c'était pas simple. Donc, ça a été 2 vies différentes. Maxence, il a toujours été avec nous.
Donc, ce qui fait que je le vois matin, midi et soir. Donc, contrairement à Gaëtan où je le voyais une fois à la quinzaine. Donc, on n'est plus du tout dans une même relation. Donc, c'est pas la même approche. Gaëtan, je l'ai perdu de vue, je l'ai redécouvert, etc. Il y a eu un passage difficile avec Gaëtan parce qu'il y avait l'histoire de la garde avec sa mère, machin. Ouais. On est passé en jugement. Enfin bon, bref, tout un bordel qui a mis de la distance pendant un certain temps. Là. Donc il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Alors que Maxence, on est en permanence. Ouais. Donc ce qui fait que c'est pas la même approche, c'est pas la même vie, en fait. Quand je me rencontre avec Gaëtan, parfois on est deux étrangers. Il faut reprendre contact, se recontacter tout simplement, ouais. Quoi. Et alors qu'avec Maxence, c'est pas du tout le cas. Si on se voit pas pendant 3 jours, c'est le grand maximum. Ouais. Donc ça va. Mais du coup, c'est comme si tu avais eu 2 façons d'être père différentes. Ouais. C'est quasiment 2 styles différents. Ouais, comme tu dis, d'un côté, gérer une relation à distance, continuer de garder le lien et tout ça. De l'autre côté, effectivement, plus de présence. Ouais. Je sais pas si c'est le bon terme, mais qu'est-ce qui a été le plus facile ou le plus difficile pour toi dans ces 2 modes-là, dans ta paternité? Je trouve que les 2 sont difficiles. Le fait de ne pas voir Gaëtan alors qu'on était très fusionnels, ça a été pas mal impactant, ça m'a beaucoup dérangé, surtout que maintenant on est avec une relation distendue. Je trouve ça dommage parce que quand il était tout petit, on était vraiment fusionnels, quoi. Donc ça, c'est dur. La relation que j'ai avec lui qui est distendue, elle est pas facile. Parce qu'il a distance, etc. Puis c'est correct, il fait sa vie. Avec Max, on se voit tout le temps, donc il n'y a pas de rupture. Et du coup, j'ai oublié ta question. Est-ce que c'est plus est-ce qu'il y a des difficultés, tu vois, Non, parce que c'est pas parce que tu es dans la même maison, même que tu te vois beaucoup, que ta relation on peut vivre dans, on en a déjà entendu des histoires comme ça, tu vis dans la même maison, mais en fin de compte, tu te connais pas, tu te parles pas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, la notion de proximité géographique ou autre, des fois, c'est pas tant la difficulté, ça peut être autre chose. Je vais revenir sur la notion de proximité. Autant Gaëtan, quand il faisait sa vie dans son coin, etc., je veux dire, je le voyais pas, là. Ouais. Donc, j'avais pas de jugement de père sur ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas. D'accord. Parce qu'un père, ça juge. On va revenir dessus. Ça juge, ouais. On peut dire que ça juge. Non, mais oui, c'est pas le bon terme, juger, mais en tout cas, je pense que on a une vision de notre enfant. Par rapport à notre éducation, etc. Exactement. Et donc, forcément, on juge. Oui. Donc oui, j'accepte de dire que je juge. Je l'assume. Maxence, je le vois tous les jours. Tu sais, quand il y a un truc qui m'accroche, puis on a eu l'occasion d'en discuter, quand il y a un truc qui m'accroche, j'ai pas de patience. Donc, ça passe dans le rouge très, très vite. Ouais. Donc, du coup, ça peut être explosif. Ouais. Donc forcément, la relation avec mon fils est parfois tendue. Avec Maxence, c'est parfois tendu. Alors qu'avec Gaëtan, c'est distendu. Donc on est loin. Donc je vois pas en fait tous ces trucs. J'apprends des choses. C'est l'information disponible, quoi. Voilà, t'as beaucoup plus d'informations disponibles auxquelles tu accèdes, ne serait-ce que visuellement et autres, de Maxence que de ton premier fils, quoi. Ah, c'est clair. Puis comme tu es un boulimique d'informations aussi, là, c'est là où le processeur là-haut commence à partir. Puis, c'est ça. Et puis, mais je me suis vachement assagi quand même. Depuis qu'on a eu cette fameuse discussion de tous les deux, là, je me suis beaucoup assagi sur ma relation avec Maxence. Donc ça se passe mieux, en fait, au final, avec Maxence. Mais il y a eu un passage, putain, c'était chaud bouillant. Quand tu disais, oui, on vit dans la même maison, mais en fait, on se connaît pas, je pourrais dire, on ne s'apprécie pas. Parce que ça a été jusqu'à un stade où, non, j'appréciais pas Max parce que il me tapait sur le système. Puis il a un don de me taper sur le système. C'est un garçon qui est très intelligent, tu sais. S'il veut me faire passer dans le rouge, il n'y a aucun problème. Il sait comment faire. Nos enfants sont très bons pour trouver nos boutons. Depuis tout petit. Ah oui, depuis tout petit. C'est des manipulateurs en puissance. Donc oui, il faut faire la part des choses et puis accepter les choses. Et
pas juger. Si on revient sur le jugement, pas juger. On juge parce que on a une éducation qui fait que on a une façon de voir les choses qui n'est pas forcément la meilleure, qui n'est pas toujours la bonne en fonction du contexte, en fonction de la personne. Mais il n'empêche qu'on porte ça sur le dos et on juge sur ça. D'accord ? Bon, quand on devient un petit peu plus sage et puis qu'on prend du recul, c'est sa vie. C'est pas la mienne, c'est sa vie. Ça lui appartient. Là où je mets les limites, c'est qu'il ne faut pas qu'il vienne me casser les pieds, parce que là, ça ira pas, parce que ça va atteindre ma liberté. Mais s'il veut faire telle chose, telle autre chose, etc., vivre de cette façon-là, ça lui appartient. Alors, comment tu fais pour... tu sais, comme tu l'as dit, et puis c'est complexe. D'un côté, on veut que ça soit leur vie. C'est leur vie, donc leur décision, leur choix. On ne veut pas les juger, parce que c'est leur vie. Puis... d'un autre côté, tu veux quand même transmettre quelque chose. Tu veux garder une relation aussi. Donc, parce que le danger, quand on dit c'est leur vie, puis si c'est pas tout à fait en accord avec nous, c'est de couper la relation. Donc, comment toi, tu as géré ça, justement, typiquement là, dans les derniers mois, dernières années, de quelque part lui laisser vivre sa vie, prendre ses décisions, puis en même temps... En fait, tant qu'il était mineur, avant 18 ans, j'étais son père et je devais lui apprendre les choses. D'accord ? Lui apprendre ce que c'était que la vie, avec ma vision, avec mon filtre, avec tout ça, là. Je devais. Quand il a eu 18 ans, là, je devais plus. Donc toi, ça a été l'âge qui a en fait vraiment le côté mineur-majeur. À partir de maintenant, tu es responsable de ta vie. C'est à partir de cet âge-là où moi, j'ai beaucoup cheminé en disant non, c'est pas ta vie, là. Tu n'as plus rien à lui apprendre. Hein. Tu peux toujours lui passer des conseils, des trucs comme ça, là. Mais je veux dire qu'il les applique pas, c'est son problème à lui. C'est lui qui va se frapper le mur. Et encore une fois, la limite que je donne, c'est tu viens pas nous emmerder. D'accord. Je suis toujours très franco et puis il écoutera ça, donc mes 2 enfants écouteront le podcast. Mais l'idée c'est, ok, tu veux sortir, il n'y a pas de problème, sors avec tes copains, va faire des jeux de rôle, etc. comme ça. Mais le lendemain, quand tu dois bosser, tu dois bosser. Donc organise-toi à te coucher tôt, à être opérationnel le lendemain. Sinon, c'est clair que ça ira pas. Donc on a cette limite. Puis je me cache pas de lui dire les choses comme je le pense. Mais pas avec, comme avant ses 18 ans, où je disais c'est ça et pas autrement. D'accord ? Alors que maintenant, je dis non, la ligne, c'est ça, là. Je t'invite fortement à la choisir. Allez, dans ce sens-là, parce que sinon, c'est sûr que ça ira mal entre nous. Donc lui aussi, il a son intelligence. Hein. Il fait en sorte d'arrondir aussi les angles, quoi. Donc tous les deux, là, depuis qu'il a passé sa majorité, je pense que lui, il a mis beaucoup d'eau dans son vin, là. Il appuie un peu moins sur le bouton qui me met monter dans le rouge, là. Puis moi, j'ai fortement mis le pied sur le frein du voyant qui arrivait sur le rouge. Donc du coup, ça va mieux. Puis c'est le détachement, pour revenir à ta question de base, c'est le détachement, tu sais. Ça reste, enfin, c'est mon fils, quoi qu'il en soit, tu sais, c'est la chair de ma chair, c'est mon sang, c'est mon ADN, etc., là, en tout cas en partie. Mais il n'empêche que c'est sa vie à part entière. Et c'est pas parce que je vais lui dire, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est la meilleure des choses. Il faut que lui aussi, il fasse ses apprentissages, qu'il se plante, et puis qu'il apprenne de ses erreurs, comme nous on a fait d'ailleurs. D'accord. Et nous on disait régulièrement, nos parents c'est les vieux cons là. J'imagine qu'il fait exactement la même chose, et puis c'est correct comme ça. Et puis l'idée c'est fais tes expériences. Comment tu vois, comme tu as nommé entre guillemets, ce passage à l'adulte, 18 ans, la majorité, etc. Comment tu vois, toi, ton rôle de père, là, par exemple, pour la suite, lui? Là, il a 19, il va se rendre à 33, comme Gaëtan aujourd'hui. Comment tu vois évoluer, toi, ta relation, puis ton rôle jouer là-dedans avec la posture que tu as pris maintenant, puis des choix que maintenant tu lui laisses? C'est beaucoup plus facile parce que je dis simplement, moi, je t'invite à faire ça. Sans dire tu devrais faire ça. D'accord ? Je t'invite à faire ça. Donc fais-le pas, ça t'appartient. C'est pas mal ça en fait. J'ai plus de... Autant quand il avait 18 ans, j'avais de la prise sur lui parce qu'il est mineur, il doit obéir à ses parents. On s'entend obéir à ses parents en 2025. Quelle rigolade. Mais maintenant, je veux dire, il est majeur, il est responsable de ses actes. Il fait une connerie, c'est à lui
de gérer sa connerie, de l'assumer, d'accord. Donc moi, mon rôle, c'est plus de dire, attention, si tu fais ça, voici les conséquences. Maintenant, tu es libre de faire ou de ne pas faire ça. D'accord. On parle beaucoup d'alcool, de drogue, etc. Il sort avec des copains, ça boit, ça fume, machin, etc. Je dis, tu connais les impacts de tout ça, donc maintenant, je veux dire, on n'est pas sur ton dos. C'est à toi de faire la part des choses. Bon, advienne ce qui adviendra. Maintenant, on sait qu'il est raisonnable. En tout cas, il nous le fait paraître, donc on a ça de moins comme souci. C'est pas mal, ça. Donc c'est plus une posture, comme tu dis, de guide, de l'exposer, lui exposer les conséquences potentielles et autres, mais à chaque fois, la responsabilité, c'est chez lui, puis regarde, comme tu dis... Ouais, cette notion de guide, c'est pas du tout ce que j'avais avant ces 18 ans. Ouais. Et puis oui, c'est ce que je disais quand tu auras 18 ans, je serai juste un guide. Ouais. Je serai pas ton père qui t'oblige à faire les choses. Je vais devenir juste un guide. Après, c'est à toi, tu es majeur, tu as des responsabilités, il faut que tu fasses avec. Ouais. Est-ce que tu as utilisé des ressources, tu as écouté des livres, des podcasts, lu des livres, écouté des podcasts, etc. Non, dans ton parcours de père ou, non? Non, pas particulièrement. J'ai fait beaucoup de PNL, etc., ce qui ne m'a pas forcément aidé dans l'éducation de mon fils, clairement pas. Parce que c'est différent d'être coach et puis d'être père, clairement. On a les outils, mais les appliquer, c'est encore autre chose. Pourquoi c'est encore autre chose? Juste une parenthèse là-dessus. Cordionnier mal chaussé. Okay. J'ai tous les outils, je sais, le détachement, le machin, etc., pour les enfants, etc. Mais quand ça vient de chercher, je veux dire... Pourquoi? Parce que c'est ton fils? Moi, je pense, oui. Okay. Oui, clairement. C'est... en fait, on veut tellement qu'il réussisse que... Quand on parle de réussir, c'est pas être le premier de la classe, à la rigueur, mais c'est que ça se passe bien pour lui. Que sa vie soit la mieux pour lui, sécuritaire, dans tous les sens, la pyramide de Maslow. Donc la vie que tu souhaites pour tes fils, notamment, tu vas dire, si la pyramide de Maslow est répondue, normalement, ils ont une belle vie, puis, entre guillemets, tu as fait ta job. Ils ont la base. Okay. Donc, oui, c'est pas mal ça. Okay. Le respect avec tout le monde, machin, etc., c'est la bienséance, le social. Les valeurs, je pense, les valeurs que tu leur as transmises. Donc, ce qui fait que c'est ça, en fait, qu'on veut leur transmettre, et je pense que c'est un poids énorme sur les épaules des parents, là, de devoir transmettre. Puis tu vois, c'est de devoir, le mot, de devoir transmettre ça. Ouais. Donc moi, super les parents qui laissent aller leur fils. Je pense que parfois c'est un petit peu trop, mais qui n'ont pas ce poids de devoir. C'est une façon de faire. Je trouve ça intéressant. C'est pas la mienne. Moi, j'avais ce devoir de lui inculquer les bonnes choses à faire. Okay. Et encore toujours avec l'héritage que moi-même j'ai reçu de mes parents, qui ont reçu de leurs parents, etc., de leurs grands-parents, etc. C'est pas mal ça, en fait. C'est... voilà. Je sais pas si est-ce que tu penses qu'à... Oui, tu as parfaitement répondu. Est-ce que tu penses qu'à aujourd'hui, cet héritage-là, parce que tu sais, il y a eu le 18 ans, mais est-ce que tu as eu le temps, jusqu'à ces 18 ans, de faire ce transfert de bagage-là? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu l'as transmis, ce bagage, quelque part, ton héritage familial, tes valeurs, tout ça? J'imagine que oui, sur certains points, oui, il a des valeurs très carrées, peut-être parfois un peu trop d'ailleurs, donc peut-être que là j'ai merdé. T'as trop appuyé. Ouais, j'ai trop appuyé là. Donc oui, je pense que j'en ai transmis une partie, mais encore une fois, ça reste un individu à part entière. Donc il a pris des choses que j'ai pu lui amener, que sa mère lui a amené, puis d'autres qu'il a construit lui-même. Ouais. Donc oui, il n'a pas pris à 100% de ce que j'ai amené. Il a peut-être pris à 15%, 20%, 30%, je ne sais pas. Tu es toujours des oui, je suis toujours là-dedans, très mineur. Je vais revenir 2 secondes, c'est ses parents entrepreneurs. Donc c'est quoi l'influence, tu penses, que le fait que tu es un entrepreneur, tu travailles beaucoup, bon, tout ça, tu sais, ça vient avec un certain nombre de qualificatifs et puis de situations. D'après toi, ça a eu quelle influence sur lui? Tu sais, on a parlé du temps, de la présence, oui, c'est sûr que ça peut jouer sur créer la relation, etc. Mais tu sais, on parle beaucoup de nos enfants, l'environnement dans lequel on va les baigner, les plonger, va jouer un rôle assez significatif sur les hommes, les femmes qui vont devenir.
toi, forcément, même si tu l'as pas dit ou tu as dit des choses, il a certainement été observé, etc. Qu'est-ce que tu penses que ça a pu avoir comme influence sur lui? Je pense qu'il sera jamais entrepreneur. Ok, donc c'est malin. T'as découragé en fait Maxence de l'entrepreneuriat. Je pense que... Pourquoi? Parce que j'ai trop travaillé. Donc pour toi, tu penses qu'il a fait l'association qui dit entrepreneur, dit travailler, travailler, des dizaines et des dizaines d'heures comme papa. Et je pense que c'est pas du tout dans sa philosophie le travail, quoi. Ok. Il aime le loisir, etc. Bon, cette génération aime beaucoup ça, mais je dis pas qu'il travaille pas. Il travaille, il fait son boulot à l'école, machin, etc. Il a été bénévole dernièrement, il a eu de plaisir à faire ça. Mais je pense que cet aspect de travailler, pour travailler, là, je pense que de ce côté-là, je pense que je l'ai grillé. Ouais. Donc oui, ce qu'il peut retenir de ça, lui, c'est c'est trop de travail, pas de relation, etc. Tu sais. Ok. Je pense qu'il me connaît seulement sur le volet travail, quoi. Même si on a passé du temps, etc. Tu sais. Je pense que le seul truc, quand il parle de son père, là, je pense que c'est juste quelqu'un qui travaille. Ok. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce qu'il t'a déjà questionné sur le côté business? Pourquoi tu étais devenu entrepreneur ou ce genre de choses? Non, pas pantoute. Non. Pas pantoute. Tu l'as vraiment dégoûté, quoi. Tu l'as vraiment dégoûté. Je pense que je l'ai dégoûté. Ce qui est dommage, hein, parce que... Mais je pense que je l'ai dégoûté parce que j'ai trop travaillé. J'ai pas été assez présent, clairement. Clairement. Et puis pour mes deux enfants, hein. Bon, Gaëtan, il est fonctionnaire. Ouais. Donc, il a perpétué la tradition familiale. Voilà, ça a juste il a remis la famille sur la bonne track. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Pour les deux, je pense que l'image qu'ils ont, c'est un père qui fait que de travailler. Est-ce que tu aurais pu changer ça? Bah oui, quand on discutait au tout début, ne pas être entrepreneur et être juste employé, faire 35 heures par jour. Mais après, c'est une question de choix. Moi, dans mon mental, j'ai besoin de travailler. C'est comme j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de travailler. Mais tu vois, ma question, c'était plus, est-ce que tu aurais pu parler de l'entrepreneuriat au sens de dire, toi, tu as pris une voie, tu sais, parce que des entrepreneurs, il y en a autant de profils et puis même d'entreprises et autres qu'il y a d'humains. Hein. Tu aurais pu parler d'un autre style d'entrepreneur différent de toi en disant, regarde, l'entrepreneuriat, il y a plein de façons de le vivre différemment. Mais surtout que Maxence, quand il était petit, il avait quoi? Il avait peut-être 10 ans, là. C'était la mode des élastiques, puis tu faisais bracelet en élastique, etc. Ouais. Et donc, il faisait ça avec sa voisine, il en a fait plein, etc. Il s'est installé sur l'angle du terrain, là. Il a arrêté toutes les bagnoles et il a vendu ses trucs. Donc, tu vois, il l'avait, il l'avait. Je suis pourri, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Maxence. Change. Mais oui, ça peut être aussi ça. Mais oui. Et oui, je pense qu'il l'avait. Mais il l'a perdu parce que le jeu, le YouTube, le machin, etc., c'est peut-être plus facile que de passer beaucoup de temps à travailler et puis à développer une business. Bah, ça dépend, parce que tu sais, comme on le disait, attention, hein, ils observent, ils écoutent. Si lui, il a dit la prochaine étape après mon coin de rue, c'est ce que papa vit. Il t'a dit, moi ça, non. Moi ça, j'ai bien aimé, mais si c'est ça la vraie business ça, une fois, tu vois. Ça, clairement. Donc, mais tu vois, donc il y avait effectivement un petit élément. Ok. Ouais, j'aurais pu être plus fin là-dessus. Mais bon, ce qui est fait est fait. Exactement. Est-ce que il y a des choses qui auraient pu t'aider? Tu sais, tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que tu as lu des livres, etc. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, dans ta construction de père, par rapport à ce que tu savais ou autre, tu sais, comment tu t'es formé à ton métier de père, comment tu as évolué, puis est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu t'aider davantage? Je pense que on n'est pas prêt à être père. Enfin, c'est ma vision. Hein. Pour moi, on n'est pas prêt à être père. Là. Tu découvres ça au moment où le petit, là, il vient d'arriver, là, et puis que tu l'as sur toi. Et puis, donc, voilà, tu fais avec, puis tu apprends pas par pas. Ouais. Donc, c'est pas facile. Maintenant, est-ce que j'aurais pu aider? Ouais, c'est clair. Je pense que systématiquement, là, quand tu es un futur père, là, tu devrais avoir un cours 101 là, de qu'est-ce que c'est qu'un père. Là. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est quoi un père?
C'est quoi un père pour toi là, si tu devais me donner le cours 101 là. Oh putain, le Joker. Ouais. Bon, Joker. ok. Non, je pense que... Qu'est-ce que c'est que d'être père ? C'est d'être présent pour son fils, de lui apporter tout ce qui est le mieux pour lui, pour que ça devienne un homme qui lui-même transmette en fait le meilleur de lui pour une société meilleure. Je pense que c'est ça d'être père. Bon. Moi, je sais pas si je suis un bon père. Pose-lui la question. Est-ce que tu as déjà posé la question ? Oh, j'ai déjà donné la réponse, donc non, forcément, elle est biaisée. Est-ce que tu as déjà posé la question ? Justement, tu sais, tes deux garçons, tu sais, à un moment donné, tu sais... Non, on verra quand il va regarder le podcast, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Je reviens à ta question quand même. Oui. Pour parler pas trop en profondeur sur le truc, là, de qu'est-ce que c'est d'être père. Je suis mal à l'aise de répondre à ça. Mais... oui, qu'est-ce qui m'aurait aidé ? C'est de l'accompagnement, clairement. C'est de l'accompagnement, tu sais. Le fait de voir que les autres pères, pour eux, c'est pas facile. On avait une discussion par rapport à ça, que je suis pas le seul dans ce cas-là d'avoir une relation de merde avec mes enfants. Donc oui, tout ça, tu sais, d'avoir, oui, en effet, un cours 101 de c'est quoi la relation, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que l'on doit faire versus qu'est-ce que l'on peut faire, comment aborder les choses, etc. Ça, c'est pas quelque chose d'inné, là. Donc oui, tout ça, là, je pense que ça devrait être un cours obligatoire. Ouais. Plutôt que d'apprendre la sexualité, là, en 6e ou je sais pas trop quoi, de savoir papa, maman, etc. C'est bien, là. Mais d'être père, une fois que le bébé est là, c'est peut-être plus important que de savoir comment est-ce qu'on va le faire, parce que ça, on va le découvrir à un moment ou à un autre. Ouais. Tandis que père, là, ça peut être dur. Ouais, c'est toute une aventure, hein, comme on dit. Puis, typiquement, tout à l'heure, tu nous disais que donc, tes parents étaient fonctionnaires. Toi, tu es devenu entrepreneur. Est-ce que ça a été difficile, justement, dans la famille d'être peut-être différent ? Tu sais, ça a été quoi l'influence sur toi ? Ah ouais, carrément. Non, okay. Mince, j'ai oublié que tu étais un blagueur. Ah ouais, parle plus. Le mouton noir de la famille. Non. Depuis tout petit, en fait, j'ai été comme ça. Donc, ma mère n'était pas surprise. Tu sais, quand ma mère, elle voulait que je sois président de la République. Ok. D'accord ? Bon. Je suis président de ma compagnie, c'est déjà bien. Bah oui. Et moi, je voulais être inventeur. Donc, depuis tout petit. D'accord. Donc, tu sais, inventeur, entrepreneur, c'est pas mal la même chose quelque part. Là. Tu crées tous les jours. Donc, ce qui fait que non, ça l'a pas surprise. Okay. Puis, ma sœur était pas non plus, fonctionnaire. Elle travaillait dans un hôtel. Donc, du coup, elle était dans le privé. Donc, non, ça l'a pas plus choqué que ça. D'accord. C'est simplement mes idées qui, de temps en temps, disaient... Ok, calme-toi, Alex. Là. Donc, j'ai failli créer une compagnie aérienne avec un collègue. Là. Donc, tu vois, ça va loin. Pas. Il y en a eu des projets. Oui, il y en a eu beaucoup. Ouais. Heureusement que tous n'ont pas démarré. Finalement, ça aurait parce que je pense que la compagnie aérienne, ça aurait été une sacrée merde. Ouais. Ah bah écoute, t'as dit tout à l'heure, on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Ses expériences. On apprend de ses erreurs. Typiquement par rapport à toute l'expérience que tu as acquise, et puis ça serait quoi un conseil que tu donnerais à un jeune père aujourd'hui ? Qui est entrepreneur déjà ? Ouais. Ou toi, qui serait entrepreneur, ouais. T'es un père entrepreneur, ou un père qui veut devenir entrepreneur. Le conseil, ce serait de garder du temps pour sa famille. C'est-à-dire que, tu sais, tout à l'heure, tu disais, on crée beaucoup, je crée beaucoup, etc. Là. Bah oui, créez moins, en fait. Créer moins. Okay. Et puis, être moins boulimique. Donc, quelque part, c'est de travailler sur soi pour baisser sa boulimie, se concentrer sur 2-3 petits trucs, plutôt qu'une dizaine, que de lancer une dizaine de choses, puis garder du temps pour sa famille. Ouais. Protéger du temps, en fait. Ouais, ça, protéger du temps. Ouais. Vraiment protéger du temps. C'est ça. C'est ce que je donnerais comme conseil. Passe pas tout ton temps dans ton travail. Puis sur le côté, parce que tout à l'heure tu l'as dit, il y a eu des moments où tu as alloué du temps à ta famille, mais tu n'étais pas 100% présent. Sur le côté présence, tu dirais quoi ? Il faut cloisonner. Ouais, comment tu fais dans ton cerveau pour arrêter de penser à business ? Là, maintenant que je commence à vieillir, tu vois, pour le spa, là, j'ai vachement cloisonné.
Ok. Donc, j'avais pas de PC, machin, etc. Là, j'ai pas mal causé. Donc la déconnexion. La déconnexion. Ok. Tu déconnectes. Enfin, pour moi, là, j'accepte de ne rien faire pendant Ouais. X temps. Le X temps peut C'est ça, varier. Hein, Ça dépend prend de l'entraînement. l'activité. Ouais. Ouais, ça prend de l'entraînement parce que c'est pas les plus évidents. Mais oui, c'est ça, c'est de couper, de laisser le portable, de laisser l'ordinateur et puis de se mettre dans un mental de dire, OK, t'as 2 jours, là, c'est 2 jours 100% pour toi, tu fais pas la compagnie. Ouais. Advienne ce qui adviendra. Elle coule, tant pis. Ok. T'as une prise de décision, puis le plus important, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Merci beaucoup pour ces pépites. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir, puis j'espère que ça pourra aider du monde. Bah écoute, c'est exactement le but du podcast, hein, c'est de partager, hein, comme on l'a dit, nos recettes, nos défis, des fois nos erreurs, etc. Mais en tout cas, tout ce qui peut permettre à d'autres soit de savoir qu'ils sont pas tout seuls, comme tu as dit, soit tout simplement d'avoir des fois des petites idées, des petits flashs qui vont leur permettre peut-être d'ajuster certaines de leurs décisions, justement. Donc merci encore, Alexandre, pour ce beau moment. Puis je suis certain qu'il y aura un deuxième épisode à un moment donné, parce que tu as certainement encore beaucoup de choses à partager. Voilà. Oui, j'en ai plein. Merci. Bienvenue. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu, alors pourquoi pas le démontrer ? Utilise le pouce en l'air si tu écoutes sur YouTube et les 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast et Spotify. Si t'as vraiment adoré ça, alors pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode avec quelqu'un que tu connais et que cela pourrait inspirer. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.